Bonjour à toutes. Alors, est-ce que je suis à l'heure ou pas? Moi, j'ai 31 sur mon ordinateur, mais j'ai moins sur mon téléphone. On entend les cris de mes enfants derrière. Coucou Chichi. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de la formation initiale. Voilà, presque fin de semaine. Coucou Angélique, coucou Laetitia, Nadine. Voilà, tout le monde se connecte petit à petit. Jennifer, hello. Bon, du coup, on va commencer hein, tout doucement. Alors aujourd'hui, il y a du boulot, je vous préviens. Donc la dernière fois, nous avons vu, coucou Amel, nous avons vu les types et conditions de peau et le diagnostic fait avec le Beauty Affinity et le diagnostic physique. Donc voilà, si vous avez encore des questions par rapport à la première formation, en tout cas, n'hésitez pas. Donc là, on fait le volet 2 de la formation initiale qui est vraiment, on va rentrer dans le côté plus technique des ingrédients, des labels, des types de marques, des textures en fonction des types de peau et après vraiment de manière générale sur les routines en fonction des types de peau. Donc voilà, tout ça, ça va vous permettre de présenter les choses de façon vraiment experte par rapport à vos clientes. Donc on va commencer par les ingrédients. Donc les ingrédients, en gros, vraiment, c'est ce qui compose les produits. C'est une substance chimique qui peut être d'origine synthétique ou naturelle. Il y a vraiment les deux. Juste une petite parenthèse sur la différence entre les ingrédients et les actifs. Les ingrédients, c'est vraiment ce qui va composer le produit voilà, de manière générale. Les actifs, c'est des substances qui vont être ajoutées en toute petite quantité dans un produit cosmétique, mais qui vont apporter en fait l'action qui est revendiquée sur l'emballage. Donc par exemple, une crème anti-âge, c'est un actif qui est anti-âge derrière. Voilà, c'est les ingrédients qui vont donner à la crème son action sur la peau. Donc voilà pour la petite différence entre ingrédients et actifs. Donc sur un produit cosmétique, tous les ingrédients sont indiqués dans la liste INCI, donc qui est en général au dos du pack, en fonction en fait du nombre, de l'importance de l'ingrédient. Donc plus l'ingrédient est au début de la liste, plus il sera présent en grande quantité dans le produit. Donc ça peut vous donner des indications sur les produits que vous pouvez avoir dans votre sélection Joli Moi. En général, c'est l'eau qui vient en premier, et après vous pouvez vraiment avoir une indication, par exemple. On vous dit qu'une crème est riche en aloe vera, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de produits. Et puis vous voyez que l'aloe vera, en fait, il arrive pas du tout en tête de liste, mais vraiment au milieu, voire à la fin. Vous pouvez quand même avoir quelques doutes sur vraiment la présence réelle d'aloe vera. Donc voilà, ça c'est pour vous donner des indications par rapport aux listes d'ingrédients. C'est quelque chose qui est important et j'imagine que vous avez des questions de vos clientes là-dessus parce que c'est quand même, voilà, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de revues, d'études qui sont publiées sur les ingrédients à privilégier, les ingrédients à exclure complètement. Donc c'est intéressant pour vous d'avoir justement, de connaître au moins ceux qui sont sujets à controverse et c'est ceux dont on va parler tout de suite. Donc déjà on peut se dire que Joli Moi sélectionne quand même les produits à une charte très, très précise, voilà, en fonction des critères qu'on connaît et notamment celui des ingrédients qui est de favoriser des produits qui sont pas forcément bio, complètement bio, mais au moins voilà, au maximum du naturel et des listes les plus courtes possibles et les plus raisonnables possibles. Et dès le Beauty Affinity d'ailleurs, quand votre cliente va faire son test Beauty Affinity, vous permettez déjà à votre cliente d'exclure certains ingrédients. Donc c'est déjà une première étape qui montre à quel point Joli Moi fait attention à ça et c'est vraiment une préoccupation constante. Donc voilà, donc je vais vous détailler un petit peu les différents ingrédients en vous expliquant à chaque fois ceux qui sont à controverse, en vous expliquant à chaque fois rapidement ce que c'est et qu'est-ce qu'on leur reproche. Voilà, de façon hyper simple. Vous aurez bien sûr un support écrit.
Donc voilà, donc les parabènes. Les parabènes, c'est un conservateur tout simplement qui est largement utilisé et qui agit sur un large spectre de bactéries et de champignons. Donc c'est important pour pouvoir maintenir effectivement l'état du produit. Il est très décrié car il a un fort pouvoir allergisant. Il y a peu de marques qui ont réussi à trouver des alternatives vraiment très efficaces par rapport aux parabènes. Voilà, donc le problème c'est principalement l'allergie. Ensuite on a les silicones. Alors les silicones, il y en a beaucoup, il y en a partout. C'est tout ce qui va donner en fait un aspect soyeux, poudré, un toucher sec. Donc typiquement dans les fonds de teint, dans les shampoings pour que les cheveux glissent plus facilement, dans les huiles sèches pour qu'il y ait cet effet sec sur la peau, vous voyez cet effet très volatile. Ça c'est les silicones. Ce qu'on reproche au silicone, c'est principalement que c'est très long à se dégrader, donc c'est très nocif pour l'environnement. Ensuite, il y a les parfums. Alors les parfums, ils peuvent être synthétiques ou naturels. Il y a vraiment deux types d'origine. Soit ça va être des choses fabriquées en laboratoire, soit ça va être des choses extraites de fleurs, voilà, d'actifs naturels. Tout simplement, ce qu'on leur reproche, c'est d'être allergisant aussi pour les personnes qui sont sensibles. Et on voit d'ailleurs se développer de plus en plus des produits qui sont labellisés vraiment sans parfum. Ensuite, on a les huiles essentielles. Les huiles essentielles, elles sont dangereuses quand on ne sait pas très bien les utiliser. Donc, les utiliser pures, c'est compliqué. Voilà, il y a vraiment des dosages hyper précis à faire. Alors, il y en a qui les mangent. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué. Et voilà, il faut quand même être un petit peu averti sur le sujet. Voilà, et surtout à éviter pendant les grossesses et à toute personne qui puisse être un minimum sensible. Ensuite, on a les sulfates. Donc les sulfates, c'est la famille des tensioactifs. Donc c'est un nom très barbare, mais les tensioactifs, c'est très simple. C'est tout ce qui va permettre de nettoyer la peau. Les tensioactifs, c'est comme des petits têtards, vous voyez, vraiment. Dont la partie ici va attirer toutes les particules de graisse. Donc par exemple dans l'eau micellaire vous avez des tensioactifs qui sont ces petites molécules que vous allez passer sur la peau et qui vont attirer en fait tout ce qui est graisseux. Donc le sébum, les impuretés, le maquillage, c'est ce qui permet de nettoyer. Un produit moussant, un gel douche qui va mousser sur la peau, vous allez faire comme ça et en fait ça va capter pareil toutes les salissures en fait. Donc ça nettoie. Ce qu'on reproche souvent au sulfate, c'est effectivement l'effet très déshydratant et très asséchant. C'est très irritant parce que ça mousse beaucoup, notamment dans les shampoings. Je ne sais pas si vous avez déjà testé des shampoings sans sulfate, mais il n'y a pas de mousse, ça ne mousse pas du tout, donc c'est très particulier. Voilà, c'est des produits beaucoup plus naturels, mais il y a moins cet effet effectivement de décapage comme on peut l'avoir sur les sulfates. Donc les sulfates sont un petit peu controversés pour ça. L'alcool, effectivement aussi, est un composant à manier avec précaution. Il est très déshydratant parce que l'alcool s'évapore et en fait en s'évaporant, il va enlever une partie de l'eau qui est contenue dans la peau. Donc pareil, c'est à éviter pour les personnes sensibles. Ensuite, on a les phtalates, un nom très très barbare qui est en fait tout simplement un agent fixateur qu'on retrouve dans les vernis, dans les lacs, donc dans les vernis traditionnels. La gamme Green de Manucuris justement est sans phtalate et ça c'est quelque chose qui est assez innovant parce que c'est normalement ce qui permet en fait de faire vraiment durcir le vernis et là on arrive à avoir quelque chose d'une consistance très bien sans ça. Ensuite on a tout ce qui est PEG, je ne sais pas si vous le voyez ça sur les listes, il y en a beaucoup. C'est très nocif pour l'environnement. Les PEG, ce sont des humectants, c'est des petites molécules qui vont pénétrer au cœur des cellules et capter l'eau. C'est un peu comme des petites éponges et ça permet de maintenir l'eau. Et ça permet aussi de maintenir l'eau à l'intérieur d'un produit. Donc de maintenir une certaine viscosité dans le produit. Et ensuite, on a les huiles minérales pour terminer, qui sont assez décriées. On parle souvent huile minérale, huile végétale, mais c'est pas forcément évident de comprendre la différence entre les deux. Les huiles, en gros, les huiles minérales, on les oppose aux huiles animales, aux huiles végétales ou au beurre. Les huiles minérales, elles sont dérivées du pétrole en fait.
Elles ont un super pouvoir protecteur et filmogène. Donc en fait, quand vous allez mettre une crème avec beaucoup d'huile minérale, sans la citer, la petite marque aux peaux bleues qu'on a toutes connue, en fait elle va vraiment former un film sur votre peau. Donc vous allez avoir la sensation que votre peau elle est bien hydratée effectivement parce que c'est filmogène, donc ça freine l'évaporation de l'eau et ça permet de former un film protecteur à la surface de la peau. Mais l'huile minérale, elle a aucune action en fait. Elle va être vraiment juste là pour faire une couche, mais il n'y a aucune action, il n'y a aucune propriété. Donc dès qu'on arrête de mettre de la crème qui contient de l'huile minérale, le problème de sécheresse va être complètement le même qu'avant. Ça ne traite absolument pas la cause de la sécheresse. Ça met juste un beau bout de plastique dessus, je dirais, si je puis dire comme ça. Donc voilà pour les ingrédients controversés. Vous aurez bien sûr la liste. Hein. On a parlé donc des parabènes, des silicones, des parfums, des huiles essentielles, des sulfates, de l'alcool, des phtalates, du PEG et de l'huile minérale. Ce sont des mots qu'on entend beaucoup, des termes qu'on entend souvent. Donc j'espère que ça vous éclairera un tout petit peu pour pouvoir en parler si jamais vous avez la question d'une de vos clientes. Ensuite, on voulait aussi vous parler des labels. Les labels que vous pouvez avoir sur les produits. Il y a 3 labels principaux qui vont concerner les produits Joli Moi. Il y a le label Leaping Bunny, donc c'est avec un petit lapin. Vous allez avoir ce petit lapin. Alors j'ai le produit Indili que je vais essayer de vous sortir en même temps pour vous montrer. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir là le petit... Alors, bon, le lapin, je suis d'accord qu'il n'est pas hyper bien dessiné. Mais voilà, en gros, c'est le lapin qui indique que les produits ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a le label, cruelty free, exactement. Merci Dominique. Ensuite, il y a le label EcoCert qui indique qu'au moins 95% des ingrédients sont naturels et 5 à 10% d'ingrédients bio. Alors, on voit que le pourcentage d'ingrédients bio est pas énorme en fait quand on y réfléchit vraiment. Pour avoir le label bio, une marque n'a besoin que de 5 à 10%. Ce qui est vraiment pas beaucoup hein, quand on pense à la composition totale d'un produit. Voilà. Ce qu'on voit par exemple avec Absolution, c'est qu'il y a en moyenne 50% d'ingrédients bio. Donc on est vraiment sur du bio de très haute qualité. Et pour le label EcoCert, il faut effectivement aussi que l'emballage soit biodégradable ou recyclable. Donc ce qui est logique en fait quand on pense à la globalité du produit, aux ingrédients et à l'emballage. Et ensuite il y a le label Cosmé Bio qui lui va juste prendre en compte le fait que 95% des ingrédients soient d'origine naturelle ou naturelle. Donc voilà pour les labels. Ça évolue très très vite, il y a énormément de réglementations qui changent, il y a beaucoup de nouveaux labels aussi qui émergent. Il faut se tenir un tout petit peu informé, mais voilà pour les principaux en tout cas peut-être à connaître pour le moment. Ensuite, je voulais vous parler aussi des familles de marques. C'est toujours une question qu'on a et j'ai justement vu que Mareva a posé la question tout à l'heure sur le groupe de savoir quelle marque était végane parmi les marques Absolution. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir vraiment qu'on vous liste exactement quelle marque est végane, naturelle. Donc juste pour reprendre rapidement les différences entre tout ça, vous avez en premier les marques cosméceutiques / techniques. Donc des marques qui ont vraiment une portée cosmétique, qui ne sont pas des médicaments. Juste petite parenthèse, un cosmétique, justement la définition d'un cosmétique, c'est très différent d'un médicament. C'est un produit qui va être appliqué dans le but de maintenir en bon état, mais de jamais soigner. Donc voilà, c'est bien différent d'un médicament. Mais dans ces marques cosméceutiques, il y a certes la dimension cosmétique, mais il y a aussi une dimension pharmaceutique et technique qui va allier à la fois la science et à la fois la nature, qui va prendre des ingrédients synthétiques et des ingrédients naturels, qui va vraiment faire une sorte de essayer de sélectionner le meilleur de la science
et le meilleur de la nature pour proposer quelque chose qui soit vraiment voilà, efficace et en même temps pas trop mauvais en termes d'ingrédients. Alors je sais pas si vous avez rapidement quelques marques en tête dans les marques de Joli Moi. Selon vous, quelles sont les marques qu'on pourrait mettre dans cette famille-là en fait, les marques un peu techniques, voilà, qui essayent aussi de faire attention aux ingrédients qu'elles utilisent. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Je vous fais un peu participer, parce qu'il n'y a que moi qui parle. Je sais pas si quelqu'un a une idée par rapport à ça. Pas d'idée? Ah bah voilà, ouais, Dermance, Dominique, tout à fait. Dermance, c'est une des marques qu'on pourrait mettre dans cette famille. Alors, Skin Regimen, oui, on pourrait la mettre effectivement dans cette famille aussi. Elle est quand même aussi très naturelle. Dermalogica, bien sûr. Dermalogica, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est vraiment cette idée-là de technicité. On a aussi S5 qu'on pourrait inclure. Donc voilà, pour la première famille. Ensuite, on a les marques dites naturelles. Donc, c'est des marques qui n'ont pas à proprement parler de certification bio, mais qui sont vraiment sur cet aspect très naturel, peu technique, mais voilà, vraiment plus sur le côté ingrédients, etc. Alors, ouais, Isabelle, effectivement, Skin Regimen, moi je l'aurais plus aussi mis dans la catégorie des marques naturelles. De même, qu'Evolve pour les marques naturelles, de même que Indili pour les marques naturelles. Voilà, c'est vraiment cette idée de marque qui a vraiment une charte assez précise et qui vraiment même dans sa communication va avoir une communication très naturelle. Donc voilà, on pourrait mettre Skin Regimen, Evolve, Indili. Ensuite, on a les marques bio. Donc les marques bio, c'est vraiment celles qui ont obtenu la certification bio. Donc là, effectivement, on a Everose. Alors ça, c'est, ouais, Dominique disait Everose. Donc ça, c'est vraiment, eux, pour le coup, ont le label bio. Il y a Studio 78 aussi en maquillage. Bien sûr, Absolution. Donc c'est vraiment des marques qui sont certifiées selon les critères d'un label. Et je ne sais pas si vous vous souvenez pendant la formation Evolve de la vidéo qu'avaient faite les créatrices. Et en fait, c'est vrai que c'était intéressant ce qu'elle disait. Il y a beaucoup de petites marques qui sont aussi bien en fait que des marques bio qui pourraient y prétendre. Mais la quantité de paperasse à faire, le dossier est extrêmement complexe à monter, coûte je pense de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de petites marques qui n'ont pas forcément ce label, mais qui au niveau des ingrédients sont aussi performants et aussi voilà, responsables sur cette question. Ouais, c'est vrai qu'un tableau avec la classification, ça serait très pratique et il n'y aurait plus de doute. Et ensuite, en dernier, on a les marques véganes. Donc ça, justement, c'était l'objet de la question de Mareva sur le groupe. Voilà, donc dans les marques véganes, est-ce que vous avez des idées du coup par rapport à ce qui a été répondu Mareva? Est-ce que tu as eu tes réponses sur les marques véganes ou pas? J'ai pas eu le temps de lire toutes les réponses. Bon, déjà, il y a Studio 78 qui a vraiment le label de marque vegan. Donc pour le reste, on verra ça plus tard. En tout cas, voilà, l'idée c'est de pouvoir que vous puissiez classifier les marques et avoir vraiment une idée précise de quoi mettre dans chaque catégorie. Alors, Indili, effectivement, et Studio 78, c'est tout, non. Oui, voilà, Studio 78, c'est effectivement la plus explicite, ainsi que Indili. Donc voilà pour les familles de marques. Donc on a vu les marques cosmétiques et techniques, on a vu les marques naturelles, les marques bio et les marques véganes. Donc on a la chance justement dans toutes les marques Joli Moi de pouvoir vraiment répondre à ces différentes catégories de produits. Alors ensuite, je voulais vous parler aussi des textures
des textures. Ah oui, effectivement, Isabelle, certaines marques bio ne sont pas véganes à cause de la cire d'abeille. C'est sûr que c'est un ingrédient qui est super en plus à utiliser, mais du coup qui fait qu'on ne peut pas prétendre au titre de marque végane. Alors donc, pour revenir aux textures en fonction des types de peau, en plus, vraiment, ça c'est chouette à savoir et c'est plutôt facile pour vous de les tester. Vous avez les produits en main. Quand vous faites vos beauty parties, vous pouvez vraiment tester les produits. Donc, parler de texture, parler de galénique. Galénique, c'est l'autre mot pour dire texture. C'est vraiment, ça va tout de suite parler à votre cliente. Et c'est quelque chose de très facile à lui montrer tout de suite. En fait, c'est quelque chose d'immédiat, de très sensoriel, qui vous permet aussi un peu de gestuel, etc. Donc, c'est intéressant. Donc, au niveau des textures. La première texture est la texture aqueuse. Donc la texture aqueuse, c'est vraiment la texture qui va se rapprocher le plus de l'eau, le plus de l'état liquide. C'est le cas des eaux micellaires, des eaux florales et de certains sérums. C'est des textures qui peuvent convenir vraiment à tous les types de peau, qui ont des forts potentiels hydratants si elles n'ont pas d'alcool. Comme je vous disais tout à l'heure, l'alcool a tendance en s'évaporant à capter l'eau en fait qui est dans la peau. Par exemple, une lotion tonique avec de l'alcool, ça va quand même pas mal assécher la peau. Donc voilà, donc ça peut être très hydratant à condition que l'alcool ne soit pas présent. Donc c'est plutôt recommandé pour les peaux déshydratées. Ensuite, on a la texture du gel. La texture du gel, ça va concerner beaucoup de gels nettoyants, moussants, certains sérums. C'est plutôt, pour les peaux normales, je dirais mixtes et grasses. C'est des textures assez fraîches qui vont bien plaire et bien convenir et qui peuvent aussi être agréables en cette saison presque printanière. On n'y est pas encore avec le temps qu'il a fait, mais qui va peut-être être utile, bien pour l'été. Ensuite, vous avez les textures de crème riche et de baume. C'est des textures qui sont extrêmement riches en lipides, qui sont très confortables, très cocooning. C'est souvent des textures qu'on associe facilement au massage. Donc ça peut être des baumes démaquillants, par exemple le baume démaquillant de chez Evolve, qui va nécessiter vraiment une vraie gestuelle, qui va nécessiter un petit peu d'application, un petit peu de temps. Ça convient très bien en rituel de nuit pour les peaux normales, pour les peaux sèches et à appliquer en petite quantité pour les peaux mixtes à grasses et plutôt le soir de préférence. Ce sont des textures plutôt d'hiver ou des textures pour des... on va parler après du lifestyle, mais pour des personnes qui ont envie aussi que le moment de soin soit un moment de sensorialité. On verra que, peut-être pas aujourd'hui, mais que les textures sont très aussi en rapport avec la personnalité de vos clientes. Ça, c'est très intéressant, j'ai remarqué ça. Ensuite, on a donc les crèmes plutôt légères qui vont convenir plutôt aux peaux normales, mixtes et grasses et qui sont bien aussi pour l'été, qui peuvent ne pas être assez suffisantes pour les peaux sèches. Ça, c'est vraiment à adapter en fonction de la saison. Et ensuite, on a les huiles. Les huiles, elles sont riches en lipides. Elles peuvent très bien convenir aux peaux mixtes à grasses, bien que ce soit étrange effectivement de mettre une huile sur une peau mixte à grasse. L'huile sera alors à utiliser plutôt le soir et en toute petite quantité. Et après, pour les peaux sèches, elles sont intéressantes parce que ça peut être additionné à la crème de jour pour la rendre un peu plus riche. Il y a beaucoup d'utilisations possibles de l'huile. C'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus facile à proposer à vos clientes, c'est un petit peu plus expert, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Alors, très rapidement, quelle routine pour quel type de peau alors, j'ai pas encore le support totalement finalisé là-dessus, mais en gros, quand vous allez recommander une routine à votre cliente, vous allez vous attacher à 3 éléments principaux qui vont être la texture, donc comme ce qu'on vient de voir avec les types de peau, les textures plutôt gel, plutôt aqueux, plutôt crème légère, plutôt baume, et bien sûr les ingrédients en fonction justement des actifs qui sont recherchés, plus une action anti-âge, plus une action de protection pour la sensibilité, plus une action purifiante si une personne a des problèmes de peau. Et donc ça c'était 2. Et en fonction du lifestyle. C'est toujours important de bien adapter la routine de votre cliente à son lifestyle, à son caractère.
Vous allez avoir différents types de typologies de clientes, des pressées, des appliquées, des connaisseuses, des néophytes. Voilà, pour une cliente pressée, vous allez plutôt peut-être lui conseiller de mettre, pour se démaquiller, une eau micellaire et ensuite voilà, une crème qui puisse avoir plusieurs effets en même temps, où on ne soit pas forcément obligé de rajouter un sérum ou une huile. Donc de lui proposer vraiment des produits un peu tout en un qui vont lui permettre d'aller à l'essentiel le matin. Pour une cliente appliquée, une cliente qui aime bien prendre le temps, qui consacre du temps, vous pouvez lui conseiller plutôt des textures effectivement baumes qui vont nécessiter du massage. Vous pouvez peut-être même lui proposer un double nettoyage de peau. Vous pouvez lui proposer un contour des yeux, un sérum, aller beaucoup plus loin dans la routine. L'idée aussi, et c'est ce qu'on disait la dernière fois lors de la formation, c'est qu'il n'y a pas une routine. Jolie moi, on ne veut pas donner c'est pas un dictat de il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vraiment adapté à chaque type de cliente en fonction effectivement de sa peau, de ce qu'elle recherche, des ingrédients et aussi de sa personnalité. C'est vraiment important de lier toujours le geste cosmétique à la personnalité de la cliente. Si vous vendez par exemple, je reprends l'exemple du démaquillage, un baume à une cliente qui est pas hyper, qui va pas forcément s'appliquer à le faire tous les soirs, au bout de 2 jours, elle va arrêter et voilà, et ça va pas être vraiment très concluant. Donc c'est important aussi, voilà, d'essayer de cerner un petit peu ça. Après, vous pouvez avoir des clientes qui connaissent énormément de choses, qui sont hyper pointues sur les ingrédients, qui sont vraiment, on voit qu'elles aiment ça, etc. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser, vous proposer des produits un peu différents. Voilà, peut-être introduire les lotions, introduire des gestes de massage, voilà, des produits plus particuliers, les solutions, les sérums, de parler vraiment de voilà, un ou deux ingrédients si vous arrivez à connaître un ou deux ingrédients. Ça, c'est toujours rassurant pour une personne qui connaît un petit peu les choses, d'avoir ce genre d'informations. Et ensuite, vous avez la cliente qui est complètement néophyte, qui connaît pas trop le segment de la beauté, et là du coup vous allez pouvoir plutôt lui parler simplement, voilà, juste de lui rappeler peut-être les routines de démaquillage, d'application d'une crème, en restant tout à fait simple. L'idée c'est vraiment de pouvoir personnaliser votre recommandation de routine en fonction de ces trois éléments qui sont donc le type de peau, donc texture des produits, les ingrédients, donc ce qu'elle recherche, et le lifestyle. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur tout ça. Donc je suis allée vite hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, vous allez avoir un support écrit avec voilà, un peu de détails sur tout ça. Je pense que c'est des choses qui sont bien à connaître voilà, au fur et à mesure à s'approprier pour vos clientes. Ça vous donne des petites astuces, des petits tips, et vous, bah voilà, ça vous permet d'être aussi peut-être plus à l'aise sur les produits que vous présentez. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à des points qu'on a abordés là ce soir. Donc je vous rappelle, on a vu les ingrédients un peu controversés, on a vu les principaux labels et les différentes familles de marques, on a vu les textures en fonction des types de peau, qui pouvaient convenir en fonction des types de peau, et on a abordé rapidement les routines en fonction des types de peau, comment conseiller une routine en fonction des textures, des ingrédients et du lifestyle de votre cliente. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions là si vous en avez. Je sais qu'il y avait une question à laquelle je n'avais pas répondu. Baume nourrissant, je sais plus où j'avais vu ça. Oui, baume nourrissant, Dominique. Oui, le baume en effet est en général très nourrissant. Alors s'il est encore plus si effectivement c'est quelque chose qu'on ne rince pas, tu as les baumes démaquillants qui ont vraiment pour objectif de laisser quelque chose de très nourrissant pour la peau et de pas du tout dessécher la peau. Voilà, bah écoutez, je vous en prie, avec grand plaisir, et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions particulières ou spécifiques par rapport à tout ça. Je vous laisse le regarder en replay pour celles qui n'étaient pas là et poser vos questions par la suite.
Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes. La fin de la semaine est proche, donc ça c'est une très bonne nouvelle. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait des belles beauty parties. Alors Nadine, par contre, parmi tous nos produits, pas d'eau florale. Non, pas d'eau florale. Je dirais que en termes de lotion, il y a celle de Dermalogica que honnêtement je ne connais pas encore, et celle d'Indili qui est vraiment très bien. Alors effectivement, il y a quelques ingrédients qui sont peut-être qui portent à controverse, mais voilà, il y a quand même pas d'alcool, c'est quand même une lotion sans alcool, donc c'est plutôt très bien. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse les filles, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt. Pardon Nadège, pardon. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.